Tout de suite, on va passer donc à la prochaine conférence. On va parler de métavers et de Web 3. Et puis les gens qui sont au fond, ils écouteront ce qui les intéresse. Donc on va accueillir Emmanuel Moirand. Emmanuel Moirand qui est le fondateur de Aztec, qui est aussi le fondateur ou cofondateur de France Méta, et puis qui est formateur métavers, Web 3, accompagnement stratégique et conception de NFT. Et avant ça, c'est un expert du monde de l'assurance depuis longtemps. Puis j'ai appris hier un expert du monde des arts aussi. Et en 2018, tu as été médaillé au CES Vegas pour des applications de blockchain dédiées à l'assurance. Oui, on le fait depuis tantôt. On va refaire la bio d'Emmanuel. On va le faire 2 fois, c'est correct. Il y en a quand même quelques-uns qui sont disciplinés, on les apprécie. Merci beaucoup. Merci d'être là. On est habitué à ce que le party soit pogné dans les événements, de toute façon. Chaque fois, hein. Puis c'est ça qui est le fun. Moi, je suis content qu'il soit là. Qu'il se fasse plaisir, c'est important. Là, je vois François commencer à faire les gros yeux, puis agiter les bras. François, il a sorti la pelle, je pense. Ah non, s'il sort la pelle, ça devient dangereux. Non. Il va être fatigué après. Hein. Ouais. Ok. Bon, je vais te réintroduire. Je sens le party commencer à descendre, ça s'entend. Ça s'entend ? Ouais, ça s'entend. Donc, merci beaucoup, à nouveau. On accueille Emmanuel Moirand sur la scène. Merci. Donc, Emmanuel, pour te resituer, pour ceux qui ne nous écoutaient pas ou ne nous avaient pas entendus, tu es président d'Aztec, tu es le cofondateur de France Méta, tu es, j'ai oublié de le dire, le co-auteur de Métavers, une vision pratique. Ouais. Tu es formateur métavers, Web 3, accompagnement stratégique et conception de NFT. Et puis, tu es depuis très longtemps un spécialiste de l'assurance, et aussi, je l'ai appris hier soir en dînant avec toi, en soupant avec toi, en fait, on dit souper ici au Québec. On dit souper. Et on soupe bien. Un expert du monde des arts. Enfin, que ça fait beaucoup de logique dans tout ça. Et donc, tu vas nous parler du Web 3 et du métavers ce matin. Exactement. Super, on te laisse la scène. Merci. Donc, la scène est à toi. Merci. Donc, merci à tous de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, c'est un peu le monde de demain. C'est un monde où on va changer d'activité. On va effectivement avoir plusieurs vies, donc ça c'est plutôt passionnant. Donc je vais essayer de vous embarquer pendant un petit 45 minutes sur ce que c'est que le métavers, le Web 3 et ce que ça va changer dans vos vies, parce que ce qu'il faut retenir déjà, c'est que c'est un changement de paradigme. C'est un vrai changement de paradigme. Alors, ce qui est important, on va passer rapidement sur moi. Je suis dans la blockchain depuis 10 ans. J'ai créé des applis blockchain pour les assureurs et les banques. Et surtout, j'ai fondé une association en France qui s'appelle France Méta. On est 1500 adhérents, et l'idée, c'est de montrer que le métavers, en fait, ça va être pour tout le monde, ça ne va pas être seulement pour les entreprises. Voilà. Ça m'a fait écrire des bouquins qui sont assez intéressants parce que j'ai passé du temps, voilà, ces partages d'informations. Et surtout, moi, j'essaie de transformer les entreprises pour les faire passer du Web 2 au Web 3. Voilà. Voilà mon sujet. Alors, je vais rapidement faire une petite introduction sur ce que c'est que le métavers. Alors, il y a plein de sujets. Ce qu'il faut, c'est faire une sorte de carte sémantique de ce que c'est que le Web 3 aujourd'hui. Parce que le Web 3, en fait, vous avez eu le Minitel, après vous avez eu Internet, et demain, vous allez avoir le Web 3. Voilà. Donc pour définir un peu le sujet du métavers, il y a d'abord ce qui est effectivement organisation. Donc ça, c'est la partie gauche de l'écran, et la partie droite, c'est les technologies. Et les deux sont vraiment liés, tout fonctionne ensemble. C'est comme des briques de Lego qui fonctionnent ensemble. D'abord, vous avez l'accès au métavers, hein. C'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ça, on rentre dans un métavers avec un casque, un masque, des lunettes, bientôt peut-être avec les puces Neuralink d'Elon Musk. Ça va bientôt arriver. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2 semaines, avec le masque d'Apple qui a été annoncé, on a la porte d'accès au métavers. Okay, ça va être simple, c'est comme une paire de lunettes, et franchement, ça va vous simplifier la vie. Après, effectivement, vous avez ces sujets d'avatars. Donc les avatars, c'est vos identités numériques dans ces univers virtuels. Il y aura vos données personnelles, mais bientôt, il y aura vos données médicales. Il y a des pays en Israël, en Corée, où les données médicales sont intégrées déjà dans les avatars, sur ce qu'on appelle le Web 3 à la santé. Puis après, vous avez ces univers immersifs. Alors vous pensez qu'il n'y en a qu'un, il n'y a que Facebook, mais non, il y en a déjà 195 qui existent. Il y en a un qui s'appelle Zepeto en Corée du Sud, où il y a 200 millions d'utilisateurs par jour. Et là, il y a des défilés de mode, on achète des vêtements de luxe. Donc c'est important de savoir que ces univers, ils sont déjà nombreux. Et moi, mon pronostic, c'est que demain, il y aura 400 millions de métavers, comme pour les sites internet, chacun aura son métavers. Après, à droite, il y a les technos. Les technos, c'est important. C'est un peu aride, mais ce qui est fondamental, c'est que les technos avancent très très vite. La blockchain, donc ça, c'est les fichiers numériques de l'information. Aujourd'hui, tout ce qui est enregistré en blockchain est opposable devant les tribunaux. Donc c'est la certification numérique, c'est important. Après, vous avez ces sujets de NFT qu'on va creuser, hein, ces jetons numériques de propriété ou d'usage.
Après, on a effectivement la DAO. La DAO, c'est l'automatisation par exemple, des droits de vote. Vous avez la DeFi, qui est les crypto-monnaies, la finance décentralisée, avec le poids qu'on connaît aujourd'hui. Et le dernier venu, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, dont on parlera un peu tout à l'heure, qui est important parce qu'on pense que le métavers est remplacé par l'IA, et c'est plutôt le métavers et l'IA sont en train d'avancer ensemble. Voilà. Donc effectivement, là c'est important, juste cette courbe, elle est juste parlante, cette courbe BlackRock, c'est le taux d'adoption des technologies par la population mondiale depuis 1900. Si on regarde à gauche, la télévision ou le frigidaire, ça a mis 40-50 ans avant que tout le monde soit équipé. Si on va à droite tout de suite, on voit que ça a radicalement changé. Tout ce qui est réseaux sociaux, HD, etc., ça va vite. Et pour vous donner un exemple, l'adoption du Web3 va 4 fois plus vite que celle d'Internet. Donc si vous avez mis 10 ans pour Internet, pour le Web3, vous allez peut-être mettre que 3-4 ans. Voilà. Alors, on va parler chiffres, parce qu'il faut parler chiffres. On me dit que le métavers, il n'y a pas de clients. Le métavers, il y a déjà 400 millions d'utilisateurs tous les mois qui sont dans le métavers. C'est des jeunes de 15-17 ans. Ils ne conçoivent pas leur vie sans être quelques heures dans ces univers virtuels tous les jours. Vos enfants sont sûrement déjà dans des métavers sans que vous le sachiez. Voilà. 80% des Français, de moins de 35 ans, je précise bien, jouent aux jeux vidéo. Ça fait à peu près 65% de la population française, et ça fait 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc on parle de gaming, mais aujourd'hui le gaming est rentré dans la vie de tous les jours des gens. Donc les tendances, elles sont quand même assez fortes, donc il faut juste faire un petit focus là-dessus. Là, on est en 2023, mais on sait que dès 2025, on sait que ce marché du Web3 va peser entre 300 et 800 milliards de dollars. Et sur 2030, les chiffres là sont totalement astronomiques, mais on commence à avoir des vraies perceptions. On est entre gros 5 000 à 13 000 milliards de dollars. Donc ce nouveau monde, en fait, il va falloir en être, parce que énormément d'entreprises aujourd'hui sont en train d'avancer très vite. Le nombre de brevets sur le Web3 depuis un an ne fait que d'exploser. Donc on parle d'hiver du métavers, moi je vois les courbes de brevets qui augmentent. Voilà. Donc, pour résumer, je vous ai parlé du Minitel. Bon, ça a eu sa belle vie. Après, il y a eu Internet, mais Internet a déjà beaucoup évolué. Donc le Web 1, vous pouviez, vous vous souvenez, en 2000-2003, regarder des pages, ça mettait longtemps à charger, ça buguait parfois. Après, on a eu le Web 2 où vous pouviez acheter, commercer sur Internet. Après, vous avez pu donner votre avis. Donc ça, c'est le Web 2. Et le Web 3, là, on va plus loin, on ne va pas être sur Internet, on va être dedans, pour résumer. Voilà. Donc, l'histoire du métavers, il y a un livre à retenir, Neil Stephenson, Le Samouraï virtuel. Ça, c'est un livre qu'il faut relire au moins 10 fois. Tout est écrit dedans. Et pour l'instant, on n'a réalisé que la moitié du bouquin. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Neil Stephenson. Il est assez charismatique. Et lui, il parlait déjà d'IA, de métavers, de Web3 en 92. Et il faut savoir que tous les employés des GAFA, on leur offre quand ils rentrent. C'est le bouquin de chevet. Voilà. Bon, après, on a Steven Spielberg qui a fait un film qui est intéressant à regarder. Parce que Ready Player One est un film en fait, qui montre un monde un petit peu dystopique, pas très optimiste. Moi, je suis plutôt optimiste, donc je suis un peu contre cette approche. Mais en tout cas, elle montre vraiment que ça peut aller très vite. Bon, depuis maintenant 6 mois, on tape sur Mark Zuckerberg, mais il faut admettre quand même que c'est lui qui a lancé le sujet. Il a investi une quinzaine de milliards dans ce sujet de Web3. Aujourd'hui, il a construit une sorte de pyramide. Il a un moteur, si vous voulez, qui existe, qui marche bien. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a un retour en arrière dans le sens où on focalise sur l'IA. En tout cas, on fait une pause sur ces sujets. Mais ce qu'il a construit, en fait, c'est déjà existant et je ne suis pas convaincu qu'il ait dit son dernier mot. Donc je pense que la course entre Apple, Microsoft et Facebook n'est pas terminée. Alors, pour définir le métavers, en fait, il faut vous dire que c'est l'Internet de demain. Évidemment, vous pourrez tout faire dedans. Et je vais vous donner un seul exemple pour que vous puissiez vous rendre compte. Pour aller à un concert, aujourd'hui, les jeunes de la génération alpha, donc c'est vraiment les jeunes de demain, s'ils ont le choix entre aller dans un concert réel où ils vont être 200 000 et qui vont être à 1,5 km de la scène, et être dans un métavers où ils vont être 30 millions à côté de l'artiste, ils ne se posent pas 50 questions, ils vont dans le métavers faire un concert. Nous, notre génération, ce n'est pas le cas. Eux, c'est normal. C'est un moyen de vivre en fait une vie virtuelle qui est pour eux avec plus de sensations qu'une vie normale. Le métavers, aujourd'hui, vous le voyez sous le prisme d'un casque. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y a des combinaisons haptiques totales. Moi, j'en ai essayé une pour faire de l'escalade. Je me suis tapé contre une falaise. Un quart d'heure après, j'avais toujours mal ici. Je ne savais pas si c'était du réel ou du virtuel qui m'était arrivé. Donc les métavers de demain, il faut imaginer que ce sera des métavers de 5 sens. Il y a déjà des capsules dans les combinaisons haptiques qui se déclenchent à certains moments et qui vous donnent de l'odeur et du goût.
Donc il ne faut pas imaginer que le métavers va être réduit à ce qu'on en a aujourd'hui. Le métavers de maintenant, c'est un métavers de janvier 2000, c'est le début d'Internet. Mais toutes les technos sont en train de concourir à ce que l'immersion que vous allez vivre soit de plus en plus forte. Bon, alors le métavers, à gauche, vous avez Fortnite, Roblox, Minecraft, c'est métavers de jeux vidéo. Si on va un petit peu vers la gauche, vers la droite, on a celui de Zuckerberg qui a pris son envol, mais qui aujourd'hui est en train de se reconstituer. On a un certain nombre de métavers qui sont des jumeaux numériques de la réalité, donc là, il n'y a pas besoin de casque, ils sont en 3D, c'est Sandbox, qui est français, c'est Decentraland, c'est Upland, où là, effectivement, il y a besoin quand même de machines conséquentes, mais en tout cas, ça tourne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des métavers qui se spécialisent dans des activités. Je vous parlais de Zepeto, il y a Virbela pour l'entreprise. On a déjà des métavers qui sont pour certains actes. Moi, je crois beaucoup dans ce sujet de métavers des usages, donc c'est important de dire que ça va vite. Alors, je vais vous dire un truc, vous avez déjà tous un métavers dans votre poche, vous avez tous LinkedIn, Facebook ou Twitter. LinkedIn, c'est un métavers plat, mais c'est déjà un métavers. Voilà. On a une évolution depuis un an qui est qu'on passe du métavers 1D au métavers 3,5D, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont réalisés en Europe sur des métavers 2,5D, donc c'est des métavers très simples, vous allez voir, qui tournent sur téléphone portable, qui tournent sur ordinateur. C'est des métavers en fait, qui, aujourd'hui, permettent de faire des vrais cas d'usage. Plus on avance, le métavers 3D, 3,5D sera celui d'Apple ou Facebook évidemment, on a des métavers qui vont donner beaucoup plus d'énergie, donc ceux-là vont être plus loin à mettre en place. En tout cas, on a une gradation des métavers aujourd'hui qui se décomposent un petit peu comme ça. Bon, ce changement de paradigme, il va être que votre vie de demain, elle ne va pas être ou réelle ou virtuelle, elle va être les deux. Vous allez vous connecter dans un métavers pour régler votre problème bancaire, et après, vous allez revenir dans la réalité, la vôtre. Donc, ce n'est pas seulement un monde virtuel, ça va être les deux. Et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, vous fassiez moins de 5 heures sur votre téléphone mobile tous les jours. Ces 5 heures-là, demain, vous les passerez dans un métavers. Voilà. Sachant que le casque d'Apple a clairement dit qu'il allait remplacer l'iPhone. Donc, automatiquement, on se rend compte qu'aujourd'hui, votre téléphone qui pèse lourd, qui est souvent déchargé, demain, il sera peut-être remplacé par un masque. Voilà. Alors, j'ai parlé un peu de technologie parce qu'on est un peu là pour ça aussi. Puis surtout, on se rend compte que le Web3, c'est vraiment un condensé de techno. Donc, j'ai parlé de blockchain, parce que bien, la blockchain, ça fait quand même déjà entre 7 et 10 ans qu'on entend parler. La blockchain, en fait, c'est 2008, c'est la crise financière. Il y a un certain Satoshi Nakamoto qui considère que les banques ne font plus leur boulot, donc il fait du transfert d'argent automatique via une techno qu'on appelle la blockchain. Mais là, c'est intéressant de faire le parallèle, c'est que la blockchain, elle n'est pas venue seulement d'une techno. En fait, c'est un condensé d'une vingtaine de technos qui avaient 30 ans pour certaines et qui ont été fusionnées en 2008. Donc c'est comme le métavers, c'est comme le Web3, ça se construit par briques et après on aboutit à l'élément central. En tout cas, vraiment la blockchain, c'est pas partie d'un concept, c'est partie en fait d'une fusion de technos comme Napster, bref, je vous détaillerai pas tout ça, ça prendra trop de temps, mais en tout cas, il y a vraiment un fil continu et une adoption progressive. La blockchain, je vais résumer pour ceux qui n'ont pas les infos aujourd'hui. Vous prenez une photo, vous la coupez en 5 millions de parties, chaque petite partie est vérifiée par une ferme, donc par des mineurs, et à la fin, c'est mis dans un bloc et c'est chaîné. Donc c'est une sorte de vérification d'un ensemble de données numériques par l'ensemble des ordinateurs mondiaux. En 2 minutes, on mettait 10 minutes pour enregistrer une donnée. Aujourd'hui, on doit être à... Là, je mets 10 secondes, mais avec The Merge, je dois être à 3 ou 4 secondes pour une donnée. Donc ça va très très vite par rapport à avant. Donc la techno, elle a vraiment évolué, c'est pas la blockchain d'il y a 15 ans. La blockchain, il y a une histoire de la blockchain, il faut bien le résumer un petit peu. Vous avez cette première blockchain qu'on appelait 1.0 en 2008, où là, c'était payer des pizzas avec un bitcoin. Bon, voilà. Déjà, en 2014, on a fait ce qu'on appelle la blockchain 2.0, où là, on a pu faire ce qu'on appelle des smart contracts. Le meilleur exemple, c'est la compagnie AXA qui avait créé un contrat qu'on appelait FIDI à l'époque, où vous achetiez un billet d'avion, petite assurance intégrée. Si l'avion avait plus de 2 heures de retard, grâce à la blockchain, AXA vous remboursait automatiquement sur votre compte. Donc c'était déjà l'automatisation mise en place par la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, connaissant bien le milieu de la science, l'indemnisation peut prendre des mois et eux ont considéré qu'il fallait que ça prenne 1 heure. Et on a une start-up en France hier qui a réglé un sinistre en moins de 40 secondes. Je tiens à le préciser, et ça c'est grâce à l'IA bien entendu. C'est important de voir qu'il y a des secteurs qui sont vraiment transformés en moins de 10 ans grâce à tous ces technos. 2017, on a la blockchain 3.0. Donc ça, c'est les ICO, c'est le levée de fonds en crypto, les blockchains deviennent interopérables. Donc là, ça a permis qu'elles aient toujours toute une langue commune, qu'elles parlent entre elles. Et on aboutit en 2021 à ce qu'on appelle la blockchain 4.0, qui est les NFT, qui sont ces véhicules numériques qui permettent en fait de transférer en fait les datas de manière sécurisée. Application technique dans l'assurance. Aujourd'hui, les constats automobiles,
dans certaines compagnies en France et en Italie, se font grâce à la blockchain. On a une application, vous prenez en photo ce qui s'est passé, c'est une preuve devant un tribunal de l'état du véhicule à un endroit donné, avec une personne donnée à un moment donné. Voilà. Là, c'est important. Aujourd'hui, les marques automobiles, vous ne le savez peut-être pas, quand ils vendent un véhicule, Alpha et Renault le font déjà, ils vendent un NFT. Ce NFT, en fait, c'est le carnet d'entretien du véhicule. Ça veut dire que finalement, dès que votre véhicule, il y a quelque chose qui lui arrive, on lui fait une amélioration, des travaux, un accident, c'est marqué à l'intérieur. Donc, quand vous revendez le véhicule, vous revendez son état. Donc, on ne peut plus tricher sur les compteurs kilométriques, on ne peut plus tricher sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces NFT, demain, on va mettre le comportement du conducteur. C'est-à-dire que si vous faites des drifts le vendredi soir avec votre voiture, vous la vendrez moins bien, ce sera marqué sur la voiture. Ça peut être le cas. Et si en plus vous intégrez l'assurance automatique dedans, bah vous vendez la voiture, vous vendez l'assurance avec. Donc c'est intéressant parce qu'on est en train de se dire que finalement les assureurs ont vraiment intérêt à se pencher sur le sujet maintenant, avant que ce soit les constructeurs automobiles qui le fassent. Bon, il faut savoir que depuis 2019, SNCF, qui est la compagnie de train en France, bah, ils ont tout mis en blockchain. Tous les accidents, tous les incidents, toutes les autorisations d'accès, c'est la blockchain qui gère tout en automatique. Donc s'il y a un train qui déraille, on sait tel jour, telle heure que tel problème est arrivé ou pas. Voilà. On s'est amusé parce que on trouve que la bière est un sujet intéressant en France, à mettre de la blockchain dans la bière, ça qu'on trace du champ d'orge ou de maïs, de la personne qui l'a fait, l'exploitation, le process, jusqu'à la bouteille. Comme ça, vous êtes sûr de la bière que vous buvez, par qui elle a été faite. Donc voilà, la blockchain, dites-vous que c'est cette techno qui va simplifier l'ensemble des échanges, parce que c'est une sorte de porteur de confiance. Et ça, aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure, moi je suis dans la gendarmerie nationale en France, on essaie de chercher des bonnes informations. Et la blockchain nous permet d'avoir des bonnes informations. Deuxième techno intéressante, les NFT. Donc c'est non-fungible token. Excuse-moi pour mon accent anglais, hein, qui n'est pas très bon. Ce schéma résume un peu bien la situation. Un lingot d'or, vous pouvez l'échanger contre un autre lingot d'or. C'est très simple. Un bitcoin, vous pouvez l'échanger contre un autre bitcoin. Quand c'est un Van Gogh ou une voiture en série limitée, ça devient plus compliqué. C'est un objet unique, vous ne pouvez pas l'échanger contre un autre. Bah, le NFT, c'est pareil. C'est un jeton numérique qui a des informations totalement uniques, vous ne pouvez pas l'échanger contre un autre. C'est comme un billet d'avion. Si vous partez à Boston le 15 juin 2024 par telle compagnie, bah, ce billet, il n'est pas échangeable. Vous ne pouvez pas l'échanger contre un autre. Voilà. Donc, on va vraiment changer de civilisation. Donc ça, c'est juste pour l'illustrer. C'est demain, la manière dont on va penser les choses au niveau techno ne va plus être la même. Ça, c'est vraiment important. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de NFT? Vous allez me dire, ça va plus rester dans l'ombre. On a une date, c'est en 2021. On a un artiste qui s'appelait Beeple. Moi, personnellement, comme on l'a dit, j'étais expert en objets d'art. Il était inconnu, il n'arrivait pas à vendre ses œuvres. Puis tout d'un coup, il a mis les 5000 premiers jours de sa vie dans un NFT, il l'a vendu 69 millions. Bon. Là, on s'est posé des questions, en tout cas, le marché de l'art s'est engouffré dedans. Et on a des millions d'artistes qui ne gagnaient pas leur vie, qui, grâce au NFT, ont réussi à avoir une valeur financière. Donc ce jeton numérique a eu un impact très très fort sur le marché du luxe et de l'art pendant 3 ans. Vous voyez, je suis un peu sceptique, je considère que le NFT, c'est beaucoup plus que seulement des NFT d'art. Alors au sein de l'association, on a été beaucoup plus pragmatique, on s'est dit on va faire des NFT de biens réels. Parce que le NFT, imaginez-vous que ce jeton numérique, il sert pour le virtuel, mais aussi pour le réel. Donc on a fait des NFT de Château Yquem. On s'est mis d'accord avec le château et avec Binance. Et on a vendu une 50aine de bouteilles de Château Yquem sur Binance. Je crois que c'était 1,5 Ether, donc à l'époque c'était une bouteille à 4 000 €, quand même, donc c'est quand même des bouteilles assez rares. Le sujet, c'est que vous achetez le NFT, ça vous donne un droit de propriété sur une bouteille qui est, elle, stockée dans le château. Elle reste dans le château. Hein. Le NFT, vous pouvez le revendre, hein, c'est comme un jeton de casino. Si vous voulez boire la bouteille, vous brûlez le NFT, et le château vous envoie la bouteille chez vous. Donc on a fait une sorte de droit de propriété numérique d'un bien réel. Après, on s'est amusé, on a fait des NFT de cèpes de vigne. Donc en fait, c'est une sorte d'usufruit numérique. Vous achetez un NFT qui donne droit à un cèpe de vigne, et ça vous donne droit à 2 bouteilles par an. Donc là, vous commencez à imaginer que le NFT, ça peut servir à beaucoup de choses. Évidemment, NFT veut dire enrichir sur la blockchain, en crypto-monnaie. Donc on est vraiment dans le sujet du Web3. Bon, après, en France, comme au Canada, on a un patrimoine assez intéressant, des églises, des châteaux, des villes à restaurer. Et donc on s'est amusé finalement à restaurer des bâtiments grâce aux NFT. Donc on émet 10 000 NFT sur un bâtiment. Chacun l'achète 50 $ ou 30 $. Et après, quand le bâtiment est restauré, le NFT ne vous donne pas le droit d'être propriétaire. Il donne le droit d'avoir accès à un dîner sur place, à une visite du château ou à des produits du domaine. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les NFT de tourisme. Et c'est intéressant parce que ça marche plutôt pas mal en ce moment. Après, je vais aller vite, mais on a fait des NFT de pommes de terre, parce qu'on s'est dit que finalement,
au Pérou, il y avait 6000 et quelques espèces de pommes de terre pas exploitées, et que évidemment les agriculteurs crevaient de faim là-bas. Donc on s'est dit, si grâce au NFT, on peut faire que l'argent soit distribué automatiquement aux producteurs, on a fait avec des producteurs de pommes de terre au Pérou. Vous achetez le NFT, le plan arrive chez vous, vous pouvez l'utiliser, et en converti, ils sont payés directement grâce à la blockchain. Voilà. Donc sur la partie agricole, il y a peut-être des sujets intéressants à faire. C'est assez vaste, mais ça vous montrer que le Web3, c'est pas seulement Sandbox et Facebook. Je pense qu'il faut aller plus loin. Après, pour le cinéma, on se rend compte que les NFT, c'est intéressant. Le dernier film de Matrix là, a été financé avant sa sortie par des NFT d'Avatar, qui ont été achetés par les fans. Donc un NFT, ça vous donne quoi? Effectivement, accès à une avant-première, accès au final que du film. Ça peut vous donner des parties de film dont vous êtes propriétaire. Et peut-être qu'un jour, le NFT vous donne le droit d'être acteur dans le film. Parce qu'avec un NFT, on peut automatiser pas mal de choses. Donc voilà, petit focus. C'est une compagnie française qui s'appelle Sorare. Je ne sais pas si quand vous étiez jeune, vous avez des cartes Panini pour les joueurs de foot. Eux, ils ont fait le Panini dans le numérique. Et en fait, chaque joueur était un NFT. Quand vous achetez le NFT de Mbappé, par exemple, si marque débute, votre NFT prend de la valeur. S'il est sorti de son équipe parce qu'il a fait une mauvaise saison, votre NFT perd de la valeur. Et je vous promets, c'est hyper addictif. Voilà. Donc c'est un exemple en quoi le NFT a pu révolutionner l'industrie. Donc quand on a compris ce sujet de NFT, on se dit pourquoi on parle d'IA? Parce que l'IA, en fait, c'est un peu la sauce qui manquait pour que tout soit lié. Et l'IA, en fait, c'est qu'elle va très très vite. Là, le petit graphique, il est intéressant, c'est vous montrer les milliards de données qui vont à chaque fois qu'une version de ChatGPT sort. Là, on est juste à la version 4. Moi, j'ai commencé à la version 1. Ça va très très vite. Et la version 5 sur laquelle je commence à travailler, elle est complètement stratosphérique en termes de capacité d'analyse. Donc, on en a reparlé tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre, mais sachez que dans les métavers aujourd'hui, les avatars que vous allez rencontrer, 80%, ce ne sera pas des humains, ce sera des avatars conversationnels avec de l'IA derrière. Et ils seront super performants. Donc je milite pour qu'on mette un petit SIG sur un avatar pour montrer que c'est un humain, pour qu'on ne soit pas troublé par le sujet. Donc vraiment, ça, en 6 mois, ça a beaucoup avancé. Là, on a fait un petit test. On a mis 25 avatars dans un métavers, tous gavés à l'IA. Ils ont vécu leur vie pendant 3 jours. Franchement, le rapport est assez stratosphérique en termes de ce qui s'est passé. Voilà. Alors les avatars, évidemment, ce qu'il faut retenir du sujet avatar, je vais un peu vite, c'est le sujet des... c'est votre identité numérique. Tiens, je vais en arrière. Tac. Oui, c'est pas grave. Je vais un peu vite. Les avatars, dites-vous qu'à l'intérieur, il y aura vos données personnelles, il y aura aussi vos données médicales. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que demain, quand vous allez avoir un problème de santé, vous allez ouvrir vos NFT que vos avatars posséderont, et le médecin, l'hôpital auront accès à vos données de santé pendant un temps précis. Donc l'avatar est important parce que c'est une représentation de soi-même. Alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, en France, on a des cabinets de psychiatrie qui sont ouverts, qui reçoivent des personnes qui leur parlent de leur avatar. Donc on commence déjà à avoir des gens qui ont une double vie, une double personnalité, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il faut faire attention. C'est un des risques majeurs, je pense, du Web3, c'est que les avatars ont tendance à prendre le pas sur la personnalité des gens. Voilà. Bon, après, les terrains, il y a un marché de l'immobilier que je ne vais pas détailler ici, mais on a des entreprises américaines ou françaises qui ont dépensé des millions d'euros pour acheter des terrains virtuels, donc des morceaux de pixels. AXA a mis 500 000 euros, Carrefour a mis 300 000 euros. On a une boîte américaine qui a dû mettre 5 millions d'euros pour acheter un terrain. C'est très spéculatif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux métiers qui se créent, comme les méta-agents immobiliers, des agents immobiliers qui vendent des terrains, qui louent des appartements dans ces métavers. Donc c'est une économie qui, aujourd'hui, on est plutôt à 800 millions de dollars en termes d'investissement. Après les bâtiments, parce que sur un métavers, il faut construire un bâtiment pour pouvoir y vivre. Ça, ces maisons-là, ils ont vendu 100 000 euros pièce fin 2022. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces maisons, il y a des gens qui louent des appartements pour une soirée. On appelle ça une vraie économie. Les artefacts, alors là, ça va peut-être moins vous parler, mais les 13-17 ans, ils ont souvent plus de vêtements virtuels que de vêtements réels. Je m'explique. Ils s'habillent comme vous et moi tous les jours. Par contre, leur avatar, ils changent de vêtements 3 fois par jour. Et ce qui est horrible, mais c'est comme ça, c'est qu'ils ne l'habillent pas avec une marque simple. Ils l'habillent en Gucci, en Prada ou en Louis Vuitton. Gucci, le chiffre d'affaires de la marque Gucci, c'est 10% de vêtements virtuels. Donc c'est une marque dont le chiffre d'affaires est impacté par ce côté virtuel. On a même des marques de vêtements aujourd'hui, DressX et The Factory, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de transport, et ils font des millions de chiffres d'affaires en faisant des vêtements virtuels.
Donc la génération qui vient, ils considèrent que l'avatar, il faut l'habiller d'une manière exceptionnelle et que soi-même, on est habillé d'une manière moins parfaite. Ce qui n'est pas mon opinion, mais c'est comme ça. En fait, il faut juste se rendre compte qu'il y a un vrai changement de mentalité. Vous allez me dire que ce bateau, il est très moche. Il date des années 80. Ben non, il date de 2021. Il s'est vendu 650 000 $ sur un métavers. Et surtout, ce bateau est utilisé par des Émiratis pour aller d'île en île. Ils le payent 5 000 $ par jour pour le louer. Bon. Voilà, donc voilà, même des véhicules aujourd'hui, il y a des marques de voitures qui commencent à investir dans des jumeaux numériques pour les louer ou pour les vendre dans des univers virtuels. Donc ça vous paraît assez futuriste comme idée, mais en tout cas, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est quand j'observe dans l'association, on a énormément de témoignages de gens qui, finalement, ont généré un business extrêmement important grâce à ces métavers. Donc le métavers, vous voyez bien le NFT d'art qui était à l'origine, qui pour moi est seulement un épiphénomène. On a ces NFT de surface, ces NFT d'artefacts qui, eux, sont très importants. Donc le métavers, en fait, c'est une sorte de couteau suisse digital. Vous pouvez y faire exactement tout ce que vous voulez. Vous pouvez effectivement faire un parcours patient, gérer un sinistre. Vous pouvez faire votre travail collaboratif, parce que pour avoir fait des réunions dans Horizon World il y a quelques mois, c'est quand même assez sympa en termes de télétravail. C'est quand même mieux que d'être chez soi. Vous pouvez faire des concerts. Évidemment, vous pouvez faire beaucoup de gaming et de sport. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a énormément de personnes dans la population mondiale qui, avec le métavers, font plus de sport, et ça, c'est fondamental. Et derrière, on peut représenter des réalités invisibles, qu'on ne peut pas voir, on peut les créer dans le métavers. Bon, ça, c'est juste une petite image. Je viens de dire, là, on revient en 80. Ça, c'est les métavers en 2020. Donc, c'est des métavers 2D, il n'y a pas de relief, il y a des petits avatars qui sont très simples. Ils étaient juste 35 000 personnes dans ce métavers-là pendant un mois. Et il y avait 1500 métavers connectés. Donc, en fait, c'est devenu une sorte de réunion d'animation. Ils ne voulaient plus en partir, les gens. Bon, c'était des développeurs, évidemment. Il faut montrer que dans un métavers de demain, vous n'aurez pas 50 personnes. Vous aurez des milliers de personnes, des millions de personnes qui vont se rencontrer, échanger et finalement vivre leur vie. Alors, bon, des métavers, ce qu'il faut expliquer, c'est que chaque métavers a sa monnaie, comme chaque pays a sa monnaie. Donc, dans un métavers, vous avez des Sand, pour sur Sandbox, des Mana sur Decentraland. Donc, les crypto-monnaies, aujourd'hui, sont basées sur des univers où, quand vous voulez acheter, vendre ou échanger dans un métavers, il faut avoir la crypto-monnaie du métavers. Avec des euros ou des dollars, vous ne pouvez pas aller dans un métavers. Donc, ça sous-entend vraiment que cette économie est liée aux crypto-monnaies. Que ce soit une bonne ou mauvaise chose. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on a du crypto-yuan qui sort, on a le crypto-dollar qui arrive, on a le crypto-euro qui va sortir en fin d'année avec Amazon. Alors, je ne sais pas pourquoi Amazon a été choisi par l'Europe, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, le sujet est que les crypto-monnaies est une monnaie alternative. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça va être une capacité de payer d'une manière différente. Je fais juste un parallèle. Moi, je travaille pour un groupement de pharmacies en France. Aujourd'hui, dans des pharmacies, vous pouvez payer en crypto-monnaie votre boîte de Doliprane. Pourquoi ? Parce qu'il y a un marché, il y a des gens qui ont des crypto-monnaies, et ils voulaient pouvoir payer dans cette monnaie leurs médicaments. Voilà, donc la crypto servira dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel. Alors bon, le métavers de Facebook, on ne va pas s'étendre dessus, mais en tout cas, le fait d'y aller, c'est intéressant, parce qu'ils ont fait une véritable usine, qui fonctionne très bien, et évidemment, comme ils sont partis sur l'IA aujourd'hui, comme tout le monde, ils vont intégrer beaucoup d'IA, donc ces métavers, il n'y avait personne il y a un an, bientôt, vous aurez peut-être des millions de personnes. Bon, Sandbox, c'est un métavers français. Je précise bien que pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui. C'est parce que les grandes marques de luxe, du retail et de l'assurance ont investi énormément dessus. Ils ont créé en fait des univers pour recruter des gens ou des univers pour gérer leurs collaborateurs. Donc ça devient, on va dire, des mondes. Alors ils sont très simples. C'est des mondes qui sont plutôt en pixels, donc ce n'est pas non plus la réalité comme on la connaît aujourd'hui, mais ils fonctionnent plutôt pas mal. Il y a Decentraland dont on parle parce que c'est un métavers qui, lui, est un métavers complètement décentralisé. Donc c'est un projet intéressant, qui est brésilien. Celui-là, je vous en parle parce que si vous avez des enfants qui ont 13 ans, ils ont souvent été dans Roblox. Parce que Roblox, il y a 43 millions d'utilisateurs quotidiens. Ces utilisateurs ont entre 13 et 14 ans. Alors c'est un métavers sympa parce qu'il n'y a pas de violence, c'est interdit. C'est un métavers feu de camp. Et plus vous aidez les autres, plus vous gagnez de crypto-monnaies et plus vous pouvez avancer. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont fait déjà des événements dans Roblox et qui ont mis des magasins. Bon, là, dans mon association, on a fait plutôt un métavers 2D très simple, qui pourrait dater un peu, mais il tourne sur téléphone. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche. Là, on est sur un sujet de pragmatisme. Nike, c'est intéressant. Nike a mis son siège social et permet dans son métavers de faire une centaine de sports. Et je vous promets que quand vous faites du sport dans ce métavers de Nike, vous perdez du poids et vous transpirez.
Ce qui se passe, c'est que plus vous êtes dedans, plus ils vous offrent de crypto, et à la fin, vous recevez une vraie paire de baskets chez vous. Donc c'est un moyen pour la marque de fidéliser, et en plus un moyen pour les gens de faire du sport. Donc, c'est une belle expérience parce que aujourd'hui, il y a peu de sports qui ne sont pas représentés dans ce métavers que vous pouvez faire. Évidemment, les marques de distribution s'y sont engouffrées. Le métavers, effectivement, de Leader Price, vous gagnez des NFT qui vous permettent d'aller dans des endroits dans les magasins réservés à vous, ou en tout cas des réductions dans les magasins. Ça, c'est de la fidélisation. Bon, vous avez faim le soir, vous voulez commander une pizza dans le monde entier, vous allez dans un métavers et elle est livrée chez vous. Donc c'est ce qu'on appelle le métavers de catering. Il y a plein de grandes marques de distribution de catering qui se sont lancées là-dedans, ou dans les métavers, vous avez des spots pour commander de quoi à dîner. Évidemment, le retail, même le retail de luxe, s'est lancé dedans. Donc on a eu des virtual stores qui ont été faits, où quand plusieurs personnes commandent le même vêtement, dans ces métavers, il est lancé en fabrication. Donc c'est le client qui conçoit son propre vêtement. Ce n'est pas la marque qui l'impose. Donc on est sur un processus de création qui est très différent. Ce n'est pas la marque qui va imposer son produit. C'est un ensemble de clients qui va créer des nouveaux produits. Évidemment, il faut boire dans les métavers. Donc Heineken a lancé ses méta-canettes. Le fait de l'acheter vous donne 30% de remise en magasin. C'est tout simple en fait. C'est juste un moyen d'acheter des bons de réduction. Bon, nous, au sein de la sauce, on a beaucoup bossé les méta-métiers. On pense que demain, les métiers vont être complètement transformés. Quand on me parle de l'IA qui va supprimer les métiers, moi, je vois plutôt le fait qu'il y aura plein de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront demain. On parle du méta-agent d'assurance, mais on peut parler... moi, j'ai plein de métiers qui sont autour de moi. Il y a des entreprises en Asie qui ont embauché des CMO, Chief Metaverse Officer. Donc, c'est des gens qui gèrent les sujets marque employeur, les sujets légaux pour l'univers Web3. Ça, c'est des métiers qui n'existaient pas il y a 4-5 mois. Donc la liste, elle est assez longue, on en a mis 50 comme le célèbre film. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre smartphone, aujourd'hui, vous permet de faire plein de choses. Prendre des photos, aller sur Internet. Bref, le smartphone de demain, je ne sais pas à quoi il va ressembler, mais en tout cas, il va vous permettre de voter, il va vous permettre effectivement d'être propriétaire de bouteilles de vin ou d'autres choses. Donc on est vraiment sur un changement d'utilisation du média. Alors, les NFT, on peut l'utiliser sur plein de choses. Un NFT vous permet d'avoir des actifs de l'économie courante, donc du vin, des maisons, etc., mais aussi des actifs d'économie virtuelle, parce que toute propriété ou accès dans un métavers, c'est avec un NFT que vous pouvez l'obtenir. Un bâtiment, un artefact, l'accès à un espace de concert. Donc tout passe par les NFT et donc les crypto-monnaies. Et effectivement, le NFT permet de tracer les choses. Demain, on va tracer énormément de choses grâce au NFT, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de fraude, et qu'un des moyens de réponse à la fraude passe et par la blockchain et par son jeton qui est le NFT. Alors les NFT, vous allez me dire qu'ils peuvent être minéraux, c'est-à-dire qu'un NFT donne droit à un service, un accès, une propriété. Il se trouve qu'on est en train de travailler sur des NFT biologiques, qui sont des NFT qui, le jour 1, vous n'engagez pas une baisse de franchise pour votre assurance, le jour 2, accès à un espace privé, et le jour 3, accès à autre chose. Donc on aura des NFT qui, sur 5 ans, auront des services qui vont être automatisés et évolués. Donc selon le moment où vous présentez le NFT, le service auquel vous aurez accès, il sera différent. Alors là, on va passer au cas d'usage, je pense que c'est un sujet important. On a fait une étude là qui est plutôt centrée sur la France, sur l'approche des différents secteurs sur le Web3. Alors évidemment, on sait que le luxe est très en avance, l'énergie, les matières premières aussi, mais bizarrement, l'assurance et la finance qu'on pensait en retard, on fait énormément d'expériences. Donc ils ont fait effectivement, comme on le voit, du marketing, de l'apprentissage et de la formation, mais ils ont fait beaucoup de réunions, des conférences, et on commence à avoir du recrutement. On va en parler dans le métavers. Le recrutement va être complètement bouleversé par ce sujet. Là, je vous donne juste un exemple pour vous montrer à quoi ça peut servir. On a un État, alors il s'appelle le Tuvalu, je ne cache pas que je ne sais pas où c'est dans le Pacifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va disparaître. C'est un territoire qui va être submergé par les eaux. Et bien là, ils ont décidé de faire un métavers de Tuvalu extrêmement réaliste pour qu'on garde en mémoire ce que c'était que cet endroit. Et le fait d'aller là-dedans, c'est passionnant parce que ça va être un devoir de mémoire. Alors, il y a plein de secteurs. Je vais détailler juste rapidement. L'immobilier, on a vu qu'il y avait un vrai sujet. Alors, et dans le virtuel, dans le rêve, parce que les jumeaux numériques des bâtiments aujourd'hui sont extrêmement précis. Et les métavers vont servir à visiter des appartements sur plan ou pour les rénover. Pour le voyage, il y a juste le groupe Accor qui a fait une annonce il y a 6 mois en disant que tous ces hôtels seraient équipés de casques virtuels en 2024. Donc personne ne l'a entendu. Mais on sait que demain, dans une chambre d'hôtel, vous aurez un casque virtuel pour aller voir les autres hôtels ou pour voyager pendant votre séjour. Le RSE, on va en parler parce qu'on me dit toujours le métavers, le Web3, ça pollue. Moi, j'ai pas de sujet. Sauf qu'en fait, on se rend compte que déjà, entre
Faire venir 400 managers à Montréal pour un sommet, c'est 400 billets d'avion. Nous, on a fait ça à Paris, on a fait un métavers pour les 400 managers et on a juste économisé les billets d'avion. Donc il y a quand même une question à se poser. Est-ce que demain, on va voyager pour une journée ou 2 jours, ou est-ce qu'on fera des séjours longs et on se déplacera moins? Et puis on a créé plusieurs sujets avec des assos en France sur des NFT pour l'Amazonie. On a pris un chef amazonien qui s'appelle Amil. Bon, ce chef, il est passionnant, il faut que vous le rencontriez. En 2015, il a dit à Google Earth de mapper sa forêt parce qu'il en avait marre que les bulldozers coupent ses arbres. Et donc aujourd'hui, on a fait des NFT où chaque fois qu'un NFT est acheté, il replante un arbre dans sa forêt. Donc je ne dis pas que l'impact carbone du Web3 va être neutre. Il y a plein d'actions qui peuvent être menées pour au moins trouver des solutions. Et on a un article qui est sorti hier en disant que finalement, la solution au changement climatique passerait peut-être par le Web3. Donc l'article, il est paru hier, je ne l'ai pas analysé. Voilà. Sur la partie santé, moi je travaille beaucoup avec des méta-hôpitaux, parce qu'il y en a plein qui sont montés en Israël, où aujourd'hui, quelqu'un est pas opérable parce que la maladie est trop grave. On va opérer son avatar avec les données médicales de la personne, 10 fois, 15 fois, 20 fois, puis une fois qu'on aura trouvé la solution, on va pouvoir opérer le patient. Donc aujourd'hui, il faut savoir que grâce à ces avatars tests, on sauve des gens qu'on ne savait pas il y a un an. Après, on est en train de travailler sur ces sujets de métapharmacie, où aujourd'hui les pharmacies, je ne sais pas au Canada ou comment ça se passe, mais en France, on a un vrai problème de recrutement. Les pharmaciens font de plus en plus de métiers qu'ils ne faisaient pas avant. Et donc, ils vont créer des pharmacies virtuelles pour pouvoir trouver des solutions pour répondre à la demande. L'assurance, on a pas mal travaillé, parce qu'AXA a quand même beaucoup investi dessus. Par exemple, il y a un assureur qui s'appelle CFDP qui a créé un métavers de médiation, d'arbitrage. Les litiges, au lieu de les envoyer aux tribunaux, on va créer un nouvel espace, un métavers, pour trouver des solutions d'arbitrage et de médiation. Après, on a des agents d'assurance en France, je ne sais pas si c'est pas au Canada, qui ont créé leur petit métavers, parce que vous avez Gazor Town, en France c'est Work Adventure. Ils ont créé leur métavers pour créer une agence virtuelle. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, dans ces métavers, ils n'ont pas les mêmes clients que dans leur vraie agence. Ils ont une autre type de clientèle. Donc ils ont démultiplié leur capacité de business grâce à un petit environnement simple qui coûte 5 000 €. Alors, en France, on a une fédération d'assurance qui s'appelle ROAM, il y a 75 assureurs dedans. Ils ont développé leur bureau, un peu comme Nike. Ils reçoivent leurs adhérents, ils font leur COMEX dans un métavers. Et avec le Covid, ils se rendaient compte que les adhérents ne se déplaçaient plus à Paris pour les réunions. Et là, ils ont un taux de 80% de présence même virtuelle dans leur groupement de travail parce qu'ils ont donné un nouvel outil pour les adhérents pour venir aux réunions. Alors, le recrutement, j'en parle, c'est important. On a fait un métavers qui s'appelle Métassure en France pour recruter des gens. Alors, au début, ça paraissait saugrenu. On a mis 15 assurants dans un métavers. Ils ont recruté en fait des vrais postes, pas des postes de geeks ou de nerds, mais plutôt des postes de commerciaux, de souscripteurs d'anonymisation. Premier salon qu'on a fait en février, on a eu environ 500 avatars connectés en même temps. Et les 50 postes ont été recrutés en moins d'une journée. On a fait un deuxième exalternant le 20 avril. On a eu 4000 avatars connectés en même temps et les 100 postes recrutés en 2 heures. L'intérêt de ça, c'est quoi? Ça ne va pas remplacer le recrutement traditionnel. Mais sur l'onboarding, sur l'offboarding, sur l'assessment, ça donne un nouvel outil qui est rapide, efficace, qui est réutilisable et où finalement, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Et le taux d'âge moyen, c'était pas 25 ans dans ces métavers, c'était 40. Donc en fait, on se rend compte que voilà un des cas d'usage du métavers qui est intéressant, c'est que c'est un outil complémentaire qui va servir au DRH pour recruter différemment, peut-être plus fréquemment, et en tout cas avec, évidemment dans ces espaces, on met de l'OCR, on met de l'IA pour tout soit automatisé, pour qu'évidemment le candidat qui arrive, ça soit le meilleur possible. Après, le retail, il s'en sert du métavers parce qu'aujourd'hui, vous avez des magasins à Londres où vous avez une partie réelle et puis après, vous avez un espace virtuel qui est dans le magasin où vous pouvez avoir accès à d'autres collections. Vous avez effectivement des plateformes où vous pouvez acheter des vêtements et réels et virtuels. Donc le retail a aujourd'hui une grosse partie de son activité qui se développe vers le Web3. Bon, alors nous, on s'est amusé en France, mais ça devient un sujet vraiment porteur. Parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui, malheureusement, ont des revenus très faibles. Donc on a bossé avec une confédération d'agriculteurs qui s'appelle Accéréal. Et donc, ils ont des problèmes de formation. Donc on leur a créé, on a creusé des vraies tranchées, tout en bas, là, dans le sol. On a fait un film 360. On a intégré ça dans un métavers. On a mis des données numériques, des vidéos, des éléments. Et on a réuni des agriculteurs pour les former dans un métavers avec des casques. Maintenant, on a mis 400 agriculteurs dans plusieurs métavers pour les former. Entre nous, ce qui est génial, c'est qu'on leur a ouvert un nouvel espace de formation. Et l'effet est vraiment bluffant, parce qu'ils peuvent évidemment interagir entre eux. Après,
l'activité qu'on appelle Silver Economy. Moi, je l'ai expérimenté avec ma mère, donc je peux en parler. Elle a 80 ans, elle est isolée. On a fait un bilan de santé en juin avec le médecin. Je lui ai mis un casque Oculus Quest 2, donc la version Facebook. 1 heure par jour, elle fait du golf, et comme elle était hôtesse de l'air, elle revisite les pays qu'elle a visités. Au bout de 6 mois, le résultat, ça a été simple. La motricité est bien meilleure, et le cognitif a beaucoup travaillé. Donc je ne dis pas qu'il faut passer sa vie dans un casque. Je dis que sur le maintien à domicile, il y a un gros sujet de dire, pragmatiquement, ça apporte quelque chose. Alors, dire qu'elle est seule dans son casque, c'est faux. Sa voisine à 5 km qu'elle ne peut plus voir parce qu'elle ne peut plus conduire, elle la voit dans le métavers. Donc elle a renoué des liens avec des gens qui sont proches. Voilà, c'est juste pour vous dire, il n'y a pas que du marketing autour de ça. Là, effectivement, on a fait un truc intéressant. On a travaillé avec TracFin, qui est le ministère de l'économie en France. On leur a fait leur rapport annuel dans un métavers. Donc au lieu d'avoir un rapport annuel sous version numérique ou papier qui est illisible, immangeable et que personne ne veut lire, là, vous vous baladez dans un univers virtuel avec toutes les données du rapport annuel. Voilà. Après, on se dit finalement une formation demain, ça sera un avatar de Kylian Mbappé qui va vous apprendre à jouer au foot. Parce qu'aujourd'hui, avec des logiciels d'IA, on est capable de faire parler de n'importe quelle personne avec un discours très simple. Et au lieu de coûter 2 000 $ les 2 minutes, ça coûte 200 $ l'année. Donc il y a aussi un sujet important en termes de pédagogie. Ça, j'insiste beaucoup. Après, nous, on s'est dit que la cyber, c'est un sujet qui concernait tout le monde. Et on pense qu'il y a vraiment un sujet cyber, parce qu'on a créé pour un client une war room, comme la war room de Churchill dans le métaverse. En fait, c'est un métavers de secours dans lequel les fonctions clés de l'entreprise sont conservées. Et en cas d'attaque, en H+1, tous les décisionnaires, grâce à des tokens, continuent à bosser. Donc ça n'empêche pas l'attaque cyber, ça ne la solutionne pas, en tout cas ça solutionne la continuité d'activité. Donc ça, on pense qu'il y a une vraie réponse que les métavers peuvent apporter. Et là, tout à l'heure, je travaille avec la gendarmerie, on est en train de créer des métavers de secours pour des entreprises qui ne sont pas protégées. Et ça, c'est un sujet avec un coût qui est très faible par rapport au coût des attaques cyber. Donc, petit sujet assurance, il y a une masse assurable aujourd'hui qui est en train de naître. Donc, ces NFT de biens virtuels, demain, dans votre wallet, vous aurez et des cryptos et des NFT. Les NFT, ça sera des jetons pour posséder un terrain dans un métavers, des vêtements, etc. Mais des NFT aussi de bouteilles de vin, de maisons réelles ou de voitures. Donc, ces NFT, c'est des actifs numériques. Ils ont juste un problème aujourd'hui, ils ne sont pas assurables, ils ne sont pas assurés. Et quand on voit l'impact que ça va avoir, moi je fais que dire aux assureurs en France et aussi au Canada, qu'il serait intéressant qu'à un moment ils se positionnent sur ce sujet, qu'ils créent des polices d'assurance simples, peut-être qui ne couvrent pas toute la totalité du problème, mais qui commencent à couvrir, parce qu'il y a une vraie demande. Et surtout, il y a un marché qui est exponentiel en termes de chiffre d'affaires, puisque une masse assurable, ça veut dire des primes. Voilà. Donc moi j'ai créé une petite méta-télé pour vous montrer, qui s'appelle Méta-Frontières. Bon, j'ai apaisé 7-8 logiciels qui ne devaient pas travailler ensemble, mais bref, on y est arrivé. Donc c'est automatisé, c'est-à-dire que j'ai des émissions qui sortent tous les 2 jours sur LinkedIn et sur Facebook. Je fais des thématiques sur le Web3 parce que c'est mon sujet. Et j'ai un fonds d'investissement qui m'a appelé il y a 15 jours, 3 semaines, qui m'a dit il y a combien de salariés, il y a combien d'investisseurs, est-ce qu'on peut prendre des parts? Je n'allais pas leur dire que j'étais tout seul dans mon garage le dimanche, mais je leur ai dit le capital n'est pas ouvert. Et ça, aujourd'hui, il y a 10 ans, pour faire un truc comme ça, il y avait un fonds avec des caméras, des fonds verts, etc. Il fallait des salariés. Là, aujourd'hui, ça prend 40 secondes à faire. Bon, c'est de l'entraînement, mais voilà. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu des éléments. Il y a plusieurs métavers à tester aujourd'hui qui sont importants. Il y en a un qui s'appelle Spatial. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce métavers, en fait, il a un rendu assez beau, assez réaliste. Et si vous voulez tenter une expérience dans Spatial, je pense que c'est un sujet intéressant. Des cas d'usage, j'en aurais des milliers à faire. Bon, j'en ai pris quelques-uns. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très passionnant, cette présentation. Donc, on va passer à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui? J'ai juste, avant que vous passiez sur les questions, j'ai vu des gens qui n'avaient pas eu le temps de scanner les QR codes sur cette slide-là. Fait que j'ai demandé à ce qu'on la remette. Alors, n'hésitez pas à les scanner. Bon. Bonjour, je me nomme Mario Nadeau. Très bonne conférence en passant. Ma question se veut peut-être plutôt un commentaire qui va aller dans le sens de ce que vous nous avez exprimé.
Moi et mon associé, on a cofondé une entreprise qui s'appelle XPR Labs et on se demandait pendant la pandémie que faire. Alors, on a fait une foire à l'emploi et cette foire à l'emploi a eu lieu pendant 3 jours. C'était en septembre 2021. On n'avait pas d'attente spécifique, mais on a eu 64 000 visiteurs d'un peu partout sur la planète. Bravo. On a plein de stats à cet effet-là. L'idée, c'est qu'au Québec aussi, il y a des initiatives qui sont faites en ce sens-là et ça me fera plaisir d'en discuter avec vous éventuellement. Merci. Avec joie. Alors, je vais vous répondre. Je suis en train de m'amuser aujourd'hui, parce que je pense que la vie est un jeu qu'on a un peu oublié. Je travaille avec la gendarmerie nationale en France, donc c'est un peu les forces de police en France. On est en train de créer un métavers de recrutement. Parce que le problème, c'est que la gendarmerie en France, elle n'arrive pas à recruter des talents. C'est pas sexy le métier de gendarme. Et donc, on va les aider à créer un espace complémentaire pour recruter des gens d'une autre manière. Donc, je pense que, dites-vous que même les métiers où il y a des problèmes de recrutement, demain, grâce à ces outils, vous allez pouvoir avoir un accès monde entier, quoi, finalement. Voilà. Oui, Parfait. Oui. c'est bon. Vous avez parlé du fait que les NFT, il n'y avait pas de possibilité de fraude, mais moi, personnellement, je ne suis pas sûre parce que je pense qu'à chaque fois qu'on a quelque chose, il y a quelqu'un qui va trouver une façon. Donc, dans votre opinion, à quoi va ressembler la prévention de la fraude dans le futur? En fait, dans la blockchain, ce qui est important, c'est la manière dont c'est enregistré. Ce n'est pas la blockchain elle-même. Donc, c'est important, c'est le process qui va être validé ou pas. Et là, moi, je fais partie d'un quelque chose qui s'appelle le Metaverse Standard Forum, qui est en général le forum qui va qui va faire les normes comme le TCP/IP du métavers. Évidemment, il y a 80% d'Américains, il y a quelques Français, très bien qu'il y ait plus de Canadiens aussi. Mais en tout cas, on travaille en fait au fur et à mesure à édicter les normes. Et effectivement, le NFT, il faut qu'il soit extrêmement sécurisé, parce qu'effectivement, si demain il contient vos données personnelles et vos données médicales, il ne faut pas que ça soit craquable. Donc effectivement, c'est tout un process, et il y a beaucoup de boîtes qui créent des NFT qui sont des boîtes qui ne sont pas sérieuses du tout. Donc je pense qu'effectivement, il faut aller vers les gros, qui sont très sécurisés. Et moi, je travaille beaucoup avec IBM sur le sujet, parce qu'eux ont un process qui est très, très labellisé. Aujourd'hui, pour résumer le Web3, malheureusement, c'est le Far West, et c'est comme ça, c'est la ruée vers l'or. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas encore de police. Et donc il faut vraiment s'adresser à des sociétés sérieuses et faire attention aux petites startups qui créent des NFT. Parce que moi, j'en ai dit certaines, et je pense que ça pose des soucis. Voilà. Merci. Merci, c'est gentil. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Malheureusement, je suis arrivé en cours de route, mais Stéphane Roche, Université Laval. Mais il y a une chose qui m'a frappé, puis vous l'avez évoqué un tout petit peu, je sais que ce n'était pas l'objet de la présentation, vous avez évoqué le coût écologique du Web3, puis vous parliez de l'archipel des Tuvalu, qui va disparaître vraisemblablement compte tenu de la hausse du niveau des mers. Puis là, je me pose la question, c'est extraordinaire sur le plan de la préservation, de la conservation de la mémoire, mais l'énergie que ça va consommer, ou que ça a consommé, et que ça continuera à consommer de préserver un métaverse pour ces îles-là, est-ce qu'on ne devrait pas, sur le plan de la société, la consacrer à éviter que la mer remonte et puis que ça disparaisse? Puis c'est une question générique, parce que on parle beaucoup de sobriété numérique, puis je me demande si ce genre de technologie ne pourrait pas aussi servir de levier pour contribuer à est-ce que ça existe, un métaverse qui essaie de sensibiliser les gens à la sobriété numérique? Alors, il y a deux questions. La première, c'est que quand on parle de sobriété numérique, j'ai montré tout à l'heure que la blockchain, entre 2008 et aujourd'hui, en termes de sobriété, elle a quand même d'énormes progrès. Elle pollue beaucoup moins. Et plus la blockchain évolue, moins elle pollue. Ça, c'est évident. Après, c'est le sujet de est-ce que le métavers devrait, quelque part, à ce moment, ne pas se constituer parce que ça pollue, en tout cas, ça consomme de l'électricité. Moi, je vois qu'aujourd'hui, le mode de travail des gens dans le monde, il a changé en l'espace de 3 ans. Et donc, on va, au fur et à mesure, de nous-mêmes, moins se déplacer, moins polluer, etc. Ce que je pense, c'est que le Web3 est une réponse qui permettra quand même de garder une proximité qu'on ne pourra plus avoir. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le tourisme de masse, ça pose un vrai problème écologique majeur. Peut-être que demain, on n'ira pas visiter à 3 millions de personnes les pyramides d'Égypte. On les verra peut-être à distance. Et peut-être qu'une fois, on aura le droit d'y aller, une fois dans sa vie, mais pas 50 fois. Donc je considère que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Par contre, aujourd'hui, je vois énormément de projets RSE qui se font autour du Web3. On a Carbonable, qui est une boîte française, qui s'est lancée là-dedans. Et je pense qu'on n'a encore pas fait grand-chose. Je parlais des initiatives sur l'Amazonie qui ont eu lieu il y a 1 an. Là, on est en train de créer
un sujet autour du métavers et de la RSE qui est assez important. Donc moi, je suis preneur d'idées, mais je pense qu'on n'a pas dit nos derniers mots sur la partie RSE. Merci beaucoup. Pauline Fèvre, du pôle d'innovation Mosaïque à HEC Montréal. Pour rebondir peut-être sur ce qui vient d'être dit, je pense que c'est quand même dépendant, le métavers, d'un monde qui a du surplus d'énergie, qui a aussi, qui est dépendant quand même dans des ressources qu'on doit extraire pour faire tous les matériaux dont on a besoin pour utiliser le métavers. C'est peut-être la première observation. La deuxième, c'est dans une société vieillissante. Moi, je travaille avec les aînés. Donc, dans une société vieillissante où vous parliez des 3 milliards de jeunes à venir, là, en tout cas, il y en a 4 milliards qui font que de vieillir, puis ça fait que d'augmenter. Moi, je travaille à Laval. Il y a une grosse fracture numérique avec tout un parterre de gens, d'aînés, immigrants. Comment est-ce qu'on fait pour faire face à cette fracture numérique, sachant que c'est même pas l'usage des technologies, c'est même il n'y a pas d'accès à Internet à la maison parce qu'on n'a pas les moyens de se le payer. Donc, comment est-ce que le métavers va pas contribuer à augmenter encore les inégalités? Voilà, merci. C'est une très bonne question. Juste répondre à un exemple. Pendant le Covid, il y avait un État qui s'appelait les Philippines. Là, cet État, ils étaient confinés comme le reste du monde. Et comment ils sont arrivés à survivre pendant 2 ans? Les enfants étaient sur Axie Infinity et ils gagnaient de l'argent grâce à leur travail dans Axie Infinity. Donc, ils donnaient à manger à leurs parents via les cryptos. Puis pendant 48 heures, Axie Infinity a arrêté de marcher et le pays a crevé de faim. Donc, c'est là où on se dit que finalement, le métaverse, ce n'est pas un sujet pour les riches, c'est un sujet pour le monde entier. Alors, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, on ne parle pas que des early adopteurs qui ont les moyens de se payer des casques et des ordinateurs surpuissants. Mais je pense que demain, moi je bosse beaucoup en Afrique, je peux dire qu'en Afrique, ils sont super en avance, finalement. Ils sont en avance sur nous, sur le Web3, sur Internet, sur le mobile first. Donc moi je pense que même les pays aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de se payer ces technologies, vu que ça va très vite, je pense que demain, ils vont créer eux-mêmes leur propre technologie pour répondre à leurs besoins, moins coûteuses en énergie, etc. Et moi, pour les personnes âgées, je suis pas fondamentalement d'accord, parce que tous les essais qu'on fait avec... moi, je travaille avec Malakoff Médéric en France, avec un assureur. On a énormément de sujets qu'on peut simplifier. Aujourd'hui, moi, je trouve ça honteux de mettre nos parents dans des EHPAD. Si demain, on peut les laisser chez eux, les maintenir chez eux grâce à ces sujets de Web3 et de nouvelles technologies, je pense qu'il y a quand même un sujet à traiter. Et la silver economy, elle va être transformée par ça. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on commence à former les médecins avec des casques à réagir aux situations de crise. Donc, je pense que ce qui va nous sauver dans tout ça, c'est que la techno va encore plus vite que ce qu'on pense. Moi, on me parle de 6G, on parle d'IA. En l'espace de 3 mois, il y a des choses où j'ai l'impression qu'on a fait des pas de géant. Donc, pour résumer, je ne suis pas sûr que le Web3, ça soit un sujet de pays riches. Je pense que ça va être un sujet qui va être peut-être drivé demain par des pays africains ou des pays d'Amérique du Sud. Il faut oublier que Decentraland, c'est au Brésil, ce n'est pas en Europe. Et puis, pour les personnes âgées, pour la silver economy, je pense qu'il va falloir une vraie analyse de en quoi ces technos peuvent faire économiser des moyens financiers au système hospitalier, au système de retraite. Parce qu'en France, on a un grand débat en ce moment sur les retraites. Vous savez, ils sont en train de tout casser dans les rues à cause de ça. Peut-être que le Web3 aiderait finalement à voir que la retraite, on peut la financer d'une autre manière, quoi. Donc, votre question est bonne, mais je pense qu'il faut creuser le sujet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une petite page de traduction entre-temps. Donc les EHPAD en France, c'est les CHSLD au Québec. Désolé. Puis les cartes Panini de foot en France, c'est les cartes de hockey au Québec, parce que le soccer, c'est pas trop votre affaire. Merci. Sur le sujet du vieillissement, vous disiez que c'est l'avenir pour les personnes âgées, mais il y a aussi l'acceptation des personnes âgées envers cette technologie-là qui est un obstacle monstre. Peut-être que quand nous, on va y arriver, on va être ouvert. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais ce n'est pas toutes les personnes âgées qui sont prêtes à accepter, même si elles sont mentalement toutes là. Et puis ça, c'est un. Puis le deuxième, il y a aussi l'aspect qu'éventuellement, ça arrive que leur mental n'est pas là de toute façon, ce qui fait qu'être capable d'utiliser ces technologies-là, voilà. Alors, le mental n'est pas là, oui, mais on voit qu'avec les études qui ont été faites, c'est quand vous restez avec un casque, vous mémorisez 10 fois plus que si vous avez une lecture ou un discours. Tous
tout le problème des casques aujourd'hui, c'est que les casques de Facebook que vous connaissez, ils sont lourds, ils sont épais, ils font mal au crâne. On en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'effectivement, on a un casque Facebook, on a mal au crâne pour certains au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Moi, ce que je crois, c'est que c'est peut-être pas Apple qui aura le gain, c'est peut-être Microsoft, mais que les masques, comme les masques d'avion qui vont sortir dans les années qui viennent, vont tellement être simples que, bon, dans l'assemblée, il y en a plein qui portent des lunettes. On va avoir un masque, on va porter une paire de lunettes, quoi. Et finalement, on va l'activer en virtuel, en réel, en ce que vous voulez, selon les moments de la journée. Donc ça va être une sorte d'outil qui va augmenter les gens, et je pense que les personnes âgées, ce qu'elles ont besoin, c'est de briser la solitude, ça c'est le premier point, et surtout d'avoir cette capacité d'avoir de la joie de vivre. Et donc je pense que ce côté gaming et ludique de ces univers immersifs peuvent leur apporter ça. Enfin, c'est ce que je crois, hein, ça n'engage que moi. Voilà. Oui, j'aimerais savoir si ça a été utilisé jusqu'à présent pour développer des habiletés sociales et avoir du feedback d'un autre avatar sur la façon dont on communique avec. Le ROI, c'est ça? Est-ce qu'on peut simuler des relations sociales? Oui, eh ben, c'est la petite expérience que j'ai montrée tout à l'heure, je vous enverrai l'article si vous voulez. Ils en ont mis 25 dans un métavers pour tester. Et réellement, le résultat est que ça paraissait humain comme réaction. Et que finalement, ils avaient reconstruit une activité, un monde, etc., qui paraissait cohérent. Ce que je veux dire, c'est que demain, dans ces univers, vous aurez peut-être 30% d'avatars humains, il y aura un humain derrière, et 70% d'avatars préprogrammés qui vont vous aider, qui vont vous apporter des solutions, des réponses. On parle de l'assistance en France, qui est un vrai sujet pour les assurances, où quand vous avez un accident de voiture ou un accident de santé, vous appelez une ligne qui n'est jamais disponible, vous attendez 3/4 d'heure, ou à la fin, on vous dit le service est fermé de 9h à midi. Là, automatiquement, en n'importe quel jour de la nuit, vous aurez un avatar qui va vous donner les premiers conseils, qui va vous guider sur les manières de faire. Et donc ça, je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, tous les grands groupes ont des services d'assistance qui sont extrêmement déceptif. Et ça, demain, ça va être réglé, quoi. Ce qui sera déjà un point important. On me donne encore 30 secondes. Ça, c'est la question piège à chaque fois, attention. J'adore tout ce qui est consumer tech, parce qu'il y a quelque chose qui se fait concrètement, puis ultimement dans les univers complémentaires. Deux choses. Comment tu expliques que quand Apple a lancé son casque Vision 3, a perdu 85 milliards de valeur en 40 heures. Un. Deux, il y a à peu près 6 semaines, Apple a lancé aussi son service bancaire qui offrait, et qui offre toujours, 4,15 % de taux d'intérêt, donc le double qu'une banque, puis a généré 1 milliard de dépôts en moins de 4 heures. Donc, Consumer Device Banking Financial Services, Vision 3 qui est lancé, en 40 heures, ils ont perdu 85 milliards de valeur au livre. On est dans du device connecté, mais comment tu interprètes ça quand le marché réagit comme ça? Alors moi, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que moi, je connais pas mal de gens à Cupertino. Ce qu'ils ont montré dans la keynote, c'est 10% de ce que le casque va faire. Donc là, une promesse tellement forte par Apple qu'il est évident que le marché, avant le 1er janvier 2024, il n'y croira pas. Aujourd'hui, il y a un vrai doute parce qu'il y a l'effet Facebook qui a fait que Facebook a quand même s'est pris un mur en l'espace de 2 ans. La promesse d'Apple est tellement forte que, pour moi, le marché a vraiment besoin de concret aujourd'hui. Donc, cette perte de valeur, elle ne me paraît pas étonnante. C'est vraiment, ça paraît trop beau pour être vrai. Après, aujourd'hui, avec Apple, on fait beaucoup de choses. Moi, Apple me demande d'être une banque, je fais confiance à Apple. La marque, aujourd'hui, on lui fait confiance. Par contre, là, elle est sur une promesse très différente. Elle est sur, on va vous réinventer le monde avec un nouvel objet qui coûte quand même 3 500 $. Et Apple y croit. Apple l'a positionné pas à 1 000 $ ou à 500 $, à 3 500 $. C'est le prix d'un ordinateur, et ils l'ont appelé ordinateur spatial. Ok, je comprends que le marché soit un peu hésitant et se dise attention, il y a peut-être un sujet. Mon opinion, c'est qu'au 1er janvier, Apple va reprendre 500%. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel pour cette merveilleuse conférence. Merci à tous. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci énormément. Merci. Donc, Florian, tu m'avais dit que tu avais une petite activité brise-glace. Est-ce que tu aimerais nous en parler? C'est ça. Donc, avant de vous libérer pour vous laisser aller luncher tranquillement,
comme on est un peu des tortionnaires ici de temps en temps avec notre audience, on aimerait vous faire parler un petit peu avant de vous libérer. Enfin, Jacques, je vais te demander d'aller te mettre avec François, parce que toi, tu es de l'équipe, tu devrais être à ta place déjà. donc l'idée de l'activité, elle va être très simple. Vous allez avoir un petit 5 minutes d'abord pour vous positionner. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, je vous explique l'intégralité des règles, et puis après, je vous laisse vous déplacer pour ça. Donc l'idée, c'est qu'on va vous mettre en plus petits groupes, parce que interagir, faire du brise-glace quand on est 100 dans la même pièce en même temps, c'est un peu compliqué. Donc on va avoir 4 groupes qui vont se créer à 4 endroits différents de notre événement. Il va y avoir un premier groupe, Pascal, je vais te demander de venir, qui va être ici au niveau de la scène. Il va y avoir un autre groupe qui va être avec Jacques et François Fortier qui sont en train de lever la main là-bas, juste à l'arrière des sièges. Il va y avoir un autre groupe dans le fond de la salle avec Sylvie, notre directrice financière, qui est en train de lever la main aussi. Et puis un autre groupe qui va être juste devant la table d'inscription avec François Borelli, notre CEO, notre glorieux leader, comme je l'ai dit ce matin. Et Claude qui va aller le rejoindre aussi. Donc, l'idée de la chose, c'est que, vous savez, on vous a parlé un peu de notre mural, puis on vous a dit écrivez des mots dessus, des technologies émergentes. Il y a certains d'entre vous qui en ont écrit. Vous allez pouvoir continuer d'en écrire tout au long de la journée. Ça va nous servir, quoi qu'il arrive, tout au long de la journée. Mais on a pris ceux qui étaient dessus, puis on en a choisi 4. Et on va vous proposer d'aller discuter de ces thèmes-là en plus petits groupes, avec des gens pour faire de l'animation un petit peu. Ça ne va pas durer très très longtemps, ça va vous prendre environ 5 minutes d'aller vous positionner. Puis ça va vous laisser à peu près une vingtaine de minutes pour interagir sur ces sujets-là, puis après ça, on pourra luncher tranquillement. Donc les thèmes qui ont été retenus pour tout de suite sont, avec François Borelli, donc au niveau de la table d'inscription, on va parler d'Internet des objets. C'est un thème qui a été écrit, c'est quand même quelque chose qui est important avec toutes les augmentations de data. Donc allez vous mettre là-bas si c'est de ça que vous voulez parler. Avec Sylvie, dans le fond de la salle, on va parler de métavers. Donc là, normalement, après la conférence qu'on vient d'avoir, vous avez quelques petites idées de ce que c'est et quelque chose à dire. Avec Jacques et François, comme c'est un peu nos 2 experts en quantique chez Numana, un des thèmes qui a été proposé, c'est la convergence du quantique et de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Donc là-dessus aussi, un petit peu plus deep tech, un petit peu plus complexe, un petit peu plus de mal de tête probablement, mais je suis sûr que ça va être très intéressant. Et le dernier thème qu'on a retenu, qui a été écrit, et ça c'est le thème le plus flyé, ça va être Pascal qui va le mener avec nous sur la scène, parce que Pascal c'est notre spécialiste en trucs flyés en fait finalement. Ça va être le thème du rôle des technologies de l'information et de la communication dans les technologies biosynthétiques pour le stockage d'énergie. Enfin que là on est sur quelque chose... Nous, on n'y connaît rien. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent quelque chose. Et même si vous ne connaissez rien, venez pareil. Donc là, je vous laisse vous répartir. Je vous rappelle, donc très rapidement, ici en avant de scène avec Pascal sur la biosynthétique et l'énergie. Avec Jacques et François sur le sujet de la convergence IA et quantique. Avec Sylvie en fond de salle sur le sujet du métavers. Et avec François devant la table d'inscription sur le sujet de l'Internet des objets. Allez-y, vous pouvez vous